Bonjour à vous voyageurs. Une femme a raconté ses transformations en lièvre à la suite d'un pacte avec le diable. Un homme a témoigné être un loup-garou au service de Dieu et un groupe entier a expliqué quitter leur corps la nuit pour protéger les récoltes. C'était il y a quelques siècles en Europe et l'hypothèse d'un culte des sorcières est véritablement ancrée dans nos légendes. Pourtant, plusieurs chercheurs réfutent totalement cette théorie. Alors, que s'est-il véritablement passé ? On va faire le point dans cet épisode. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Pour me soutenir, vous savez quoi faire. Allez, c'est parti. « 1662, en Écosse. En plein contexte de chasse aux sorcières, une jeune femme se distingue. Elle est jeune, bien que d'un âge incertain. Certains témoignages parlent de 15 ans, d'autres de 30. Elle est mariée, femme au foyer et incapable de lire ou écrire, mais son témoignage vient bouleverser les mœurs. Isobel Gowdy décrit, avec une précision saisissante, des expériences qui semblent suivre une logique étrange. Elle raconte des transformations en lièvre, obtenues par la répétition d'une formule, puis inversée par une autre, pour retrouver forme humaine. Elle évoque des déplacements dans les airs, des voyages nocturnes, des passages d'un état à un autre, comme s'il existait des seuils invisibles entre les mondes. Et tout aurait commencé lors de sa rencontre avec le diable en personne, une rencontre à laquelle assistèrent d'autres personnes présentes et pendant laquelle elle aurait renoncé à sa religion pour se dédier à lui. Il lui aurait alors marqué l'épaule d'un sceau, la fameuse marque de la bête, et il aurait bu son sang. Ces récits s'étendent à des rencontres explicites avec le diable, des rencontres que je ne peux pas vous décrire ici sur YouTube, mais vous comprenez ce que je veux dire. Diable qu'elle décrit comme ayant des pieds fourchus comme ceux d'un bouc, parfois couverts de chaussures ou de bottes. Et elle décrit aussi des rassemblements nocturnes, des danses, des banquets, et parle d'un véritable coven, c'est-à-dire un groupe de sorcières avec des pratiques pour le moins choquantes. Alors je vais essayer de le dire en contournant les mots pour le dire élégamment ou presque. Elle évoque en gros des petits corps sortis de leur repos éternel pour servir de dîner. Alors si ça vous évoque des pratiques occultes décrites aujourd'hui dans certains cercles, gardez cela bien en tête pour la suite. Elle décrit assez précisément les rites employés, notamment la transformation en animal, qui se ferait à l'aide d'une amulette et parfois de poils de la bête concernée. Là encore, je lisse le récit. Elle évoque des banquets grandioses avec le coven, dont les meilleurs mets auraient été apportés par la fenêtre grâce à un cheval volant. Et surtout, elle parle de sa rencontre avec la reine des fées, aussi appelée Queen of Elfham. Elfham, c'était un terme du folklore écossais avec la racine elfe. Donc en gros, ça pourrait se traduire par la reine elfe des fées. Avec moult détails, notamment sur les dates et les lieux de rencontre, ainsi que sur les rituels utilisés, le témoignage d'Isobel Gowdy est considéré comme l'un des aveux les plus détaillés d'Europe sur les pratiques de sorcellerie. Et pendant environ 6 semaines, ces paroles circulent, frappent et interrogent. Elles nourrissent l'imaginaire, inquiètent les autorités et fascinent autant qu'elles dérangent. Mais à la suite de ce procès, un élément reste en suspens. Aucune trace claire de ce qu'il est advenu d'Isobel n'apparaît dans les registres. Alors cette absence, elle n'est pas exceptionnelle parce que dans de nombreux cas écossais, les archives locales ont disparu, laissant l'issue des procès inconnue. Mais du coup, Isobel Gowdy, elle disparaît aussi dans un angle mort de l'histoire. Et cette disparition, elle ouvre une question vertigineuse. Est-il possible qu'Isobel ait échappé au sort que l'on réservait à ces sorcières en ces temps troublés ? Et est-il aussi possible que, tout comme aujourd'hui, concernant certaines personnes qui ont été accusées de faits innommables, exactement dans le même registre, elle ait tout simplement été exfiltrée ? Et surtout, Isobel aurait-elle pu ouvrir la porte à quelque chose
de bien plus grand que son récit. Plus de 2 siècles passent. Au début du XXe siècle, dans un tout autre contexte, une femme redécouvre ses récits et leur donne une porte d'entrée nouvelle. Margaret Murray naît en 1863 en Inde britannique et grandit dans un environnement marqué par la culture coloniale et les savoirs savants de l'époque. Elle étudie à Londres au sein de l'University College où elle se spécialise en égyptologie sous la direction de Flinders Petrie, l'un des grands noms de l'archéologie moderne. Elle participe à des fouilles, enseigne, publie et s'inscrit dans un monde scientifique en pleine structuration où l'on cherche à classer, comparer et reconstituer. Dans ce contexte intellectuel, l'Europe, elle redécouvre son passé. Les sciences humaines émergent, les archives s'ouvrent, les récits anciens sont relus avec des outils nouveaux. L'époque est traversée par une question centrale: comment relier les fragments du passé pour produire une vision cohérente de l'histoire humaine. Alors si le sujet vous intéresse d'ailleurs, on s'est déjà plongé dans l'atmosphère victorienne du merveilleux scientifique dans ma vidéo sur la Lémurie. Je vous mets le lien ici ou dans la description. Et c'est donc dans ce contexte que Margaret Murray, elle s'intéresse au procès de sorcellerie. Elle rassemble des témoignages, des dépositions, des fragments issus de différentes régions d'Europe, et parmi eux, le récit d'Isobel Gaudi occupe une place particulière. Sa richesse, sa précision, sa cohérence en font, à ses yeux, bien plus qu'un simple témoignage isolé. En 1921, elle publie The Witch Cult in Western Europe. Dans cet ouvrage, elle propose une lecture radicale. D'après elle, les récits de sorcellerie, loin d'être des inventions dispersées, formeraient les traces d'un système structuré. Un culte ancien, organisé, avec ses rites, ses rassemblements, ses initiations. En fait, une religion païenne, centrée sur une figure cornue, dont les membres se réuniraient lors de sabbats, transmettraient leurs pratiques et maintiendraient, dans l'ombre, une continuité à travers les siècles. Les transformations décrites par Gaudi, les voyages nocturnes, les rassemblements, les formules répétées, trouvent alors une place précise dans cet ensemble. Chaque élément devient un indice, chaque détail s'inscrit dans une structure plus vaste. Murray ne se contente pas de proposer une hypothèse, elle compose véritablement un système que l'on appelle pan-européaniste. Son travail rencontre un écho considérable. Dans une Europe encore marquée par les bouleversements du XIXe siècle, entre crise religieuse et essor des sciences, cette vision, elle offre une lecture nouvelle. Elle donne une profondeur historique à des récits longtemps considérés comme marginaux. Elle transforme les figures accusées en dépositaires d'un savoir ancien. Alors, je vais vous citer l'article Wikipédia sur ses travaux. Dans son ouvrage, Murray soutient que des païens réunis en coven de 13 personnes vouaient un culte à un dieu masculin et que ces croyances païennes datant du néolithique s'accompagnaient de sacrifices humains secrets jusqu'à ce qu'ils soient découverts lors de la chasse aux sorcières en 1450. Pour elle, les descriptions de sabbats effectués au cours des procès de sorcellerie sont des retranscriptions de rituels d'un culte organisé, lui-même lié à cette religion pré-chrétienne de la fertilité qui aurait survécu partout en Europe. L'hypothèse du culte des sorcières présente les procès de l'époque moderne comme une vaste entreprise de répression. Une religion païenne a traversé les siècles en Europe, survivant à la christianisation et se transmet dans l'ombre. Les personnes accusées de sorcellerie en sont les adeptes. Et ce fameux dieu cornu lié à la fertilité et au monde souterrain, elle aurait en fait été réinterprétée par les autorités chrétiennes en prenant la figure du diable. Les témoignages, les aveux, les descriptions de transformation, de sorties nocturnes et de rassemblements trouvent alors une cohérence. Tout s'organise, tout s'explique, tout cela s'inscrit dans un système. Sauf que ça pose un problème, un gros problème. Parce que dès le milieu du XXe siècle, plusieurs historiens reprennent les mêmes archives et arrivent à des conclusions très différentes. L'historien britannique Hugh Trevor Roper, spécialiste de l'Europe moderne, il étudie les procès de sorcellerie comme des phénomènes historiques situés. Il met en évidence des vagues de persécutions liées à des contextes précis, souvent politiques et religieux, sans structure commune à l'échelle du continent. Les accusations apparaissent fragmentées, variables et dépendantes des tensions locales. Quelques décennies plus tard, l'historien de l'Antiquité Norman Cohn approfondit cette lecture dans
Europe's Inner Demons, publié en 1975, il montre que l'image du sabbat, du culte organisé et des rites nocturnes s'est construite progressivement dans l'imaginaire des élites religieuses et judiciaires. Les interrogatoires orienteraient les réponses, les juges introduisent des motifs récurrents et les aveux finissent par refléter ce cadre imposé. Alors en fait, plus récemment, il y a eu l'historien Ronald Hutton, spécialiste du paganisme et des croyances populaires, qui a réexaminé encore l'ensemble du dossier et il souligne, lui, l'absence de preuves d'un culte structuré, continu et organisé à travers l'Europe. Les pratiques évoquées dans les procès apparaissent dispersées, locales et souvent incompatibles entre elles. Et du coup, dans cette perspective, les récits ne décriraient pas une sorte de religion clandestine. On parle de fragments, de croyances, d'imaginaire, et puis surtout, il y a un glissement. Ce que les archives présentent comme un système se transforme, à mesure qu'on les regarde de plus près, en une multitude de récits difficiles à faire tenir ensemble. Le culte disparaît, les témoignages, eux, restent, dont ceux des fameux Benandanti. À la fin du XVIe siècle, dans une région du nord de l'Italie qui s'appelle le Frioul, un autre type de témoignage apparaît dans les archives. L'historien Carlo Ginzburg met en lumière dans son ouvrage, qui s'appelle « Les batailles nocturnes », qui a été publié en 1966, l'existence d'hommes et femmes qui portent un nom étrange, les Benandanti, littéralement ceux qui vont pour le bien. Alors au singulier c'est Benandante, vous trouverez la page Wikipédia sous ce nom. Et lors de leurs interrogatoires, ils décrivent des expériences nocturnes d'une grande précision. Ils racontent que certaines nuits de l'année, les fameux jeudis des 4 vents, leur esprit quitte leur corps. Leur corps reste immobile comme endormi, tandis qu'eux se déplacent ailleurs. Et ils parlent de voyages, de traversées et de combats invisibles. Ils disent se rendre dans les champs, dans des espaces indéfinis, où ils affrontent d'autres groupes. Et là, leur rôle, il est clair. Ils se battent pour la fertilité des terres. Ils protègent les récoltes. Ils empêchent les forces adverses de les détruire. Hommes ou femmes, les Benandanti se définissaient comme un petit groupe d'anti-sorciers qui assuraient la protection des villageois et de leurs récoltes. On devenait Benandante de naissance. Seulement les enfants nés coiffés, c'est-à-dire dont la poche amniotique couvrait le visage à la naissance, étaient destinés à rejoindre les rangs des Benandanti. Ces combats prennent des formes particulières. Les Benandanti y décrivent des affrontements rituels où les hommes utilisent des tiges de fenouil, tandis que leurs adversaires, souvent identifiés comme des sorciers, ou les Malendenti, manient des tiges de sorgho. Et l'issue de ces batailles détermine l'abondance ou la disette à venir. Les femmes Benandanti, elles se rendaient dans le territoire d'une entité féminine connue sous différents noms. Alors parfois on l'appelle Abonde, la dame du bon jeu ou la bonne dame, où elles dansaient, mangeaient et buvaient en compagnie d'une procession d'esprits, d'animaux ou de fées. Et elles apprenaient qui des villageois allait mourir cette année. Certains évoquent des transformations, d'autres des passages sous forme animale. Tous décrivent une sortie hors du corps, un déplacement réel, ou en tout cas vécu comme tel, dans un autre plan. Et un détail est crucial dans cette affaire. Les Benandanti, ils ne se considèrent pas comme des sorciers. En fait, ils se définissent eux-mêmes comme des protecteurs, des défenseurs des communautés, des alliés, des forces positives. Et certains même affirment qu'ils agissent pour Dieu. Et leurs récits ne s'organisent pas du tout autour du diable, ils ne s'inscrivent pas dans une logique de culte interdit, ils décrivent une cosmologie propre, un système de compréhension du monde dans lequel les récoltes, les saisons, les forces invisibles et les humains sont liés. Et pourtant, au fil des interrogatoires, quelque chose change. Les juges insistent, leurs questions se précisent, les mots évoluent. Peu à peu, les Benandanti commencent à utiliser un vocabulaire qui n'était pas leur. Les combats deviennent des sabbats, les déplacements nocturnes se rapprochent des récits de sorcellerie, les figures adverses prennent des traits diaboliques. Ce qui était présenté comme une lutte contre les forces néfastes devient progressivement une participation à ces mêmes forces. Et là, il y a un problème qui apparaît. Parce que ces pratiques, elles semblent viser les sorcières, elles semblent repousser le diable et protéger les vivants. Et pourtant, dans les archives, elles finissent par être reformulées comme des sabbats diaboliques. Et pourtant, en fait, ce type de croyance, il ne se limite pas au Frioul. On retrouve des récits similaires dans les Pyrénées, en Ariège, au XIIIe siècle, à Milan,
au XIVe siècle, dans le nord de l'Italie au XVe siècle. En Corse, il y a les Mazzerie, en Livonie, dans les régions baltes, en Dalmatie, en Hongrie, en Roumanie et jusqu'en Ossétie dans le Caucase. Autant de lieux à des époques différentes où apparaissent des récits de sortie du corps, de combats nocturnes, de transformations et de luttes invisibles liées au monde des vivants. Mais sous la pression des interrogatoires, les récits des Benandanti ont été reformulés en sabbat diabolique. En fait, on ne fabrique pas un culte, on déforme une expérience. Moi, je vous avoue qu'à ce stade de l'enquête, je suis tombée des nues. Le discrédit accordé à la witch cult hypothesis a quelque chose de déstabilisant. Moi, j'ai grandi en Europe, je suis familière de cette forme de witchcraft contemporain, un terme que je préfère à celui de sorcellerie, notamment dans ses expressions féminines, et j'ai toujours établi un lien instinctif entre ces pratiques modernes et la survivance de traditions anciennes, parfois associées en France à des héritages celtiques, un ensemble lui-même complexe et difficile à circonscrire. Mais il y a une intuition qui persiste. Lorsqu'on observe les grandes fêtes qui structurent encore nos sociétés, certaines correspondances apparaissent. Samhain, c'est ce moment charnière entre deux cycles, Halloween, qui est associé au passage, aux morts, à l'ouverture d'un seuil, il entre en résonance avec la Toussaint, qui est célébrée à la même période et qui est aussi tournée vers les défunts et la mémoire. Plus loin dans l'année, il y a le solstice d'hiver qui est un point de bascule de la lumière. Et en fait, il trouve un écho dans Noël, fixé à une date qui porte une charge symbolique bien avant l'ère chrétienne. Et ces correspondances, elles ne relèvent pas d'une simple coïncidence, elles dessinent une sorte de continuité, un recouvrement, une transformation. Les dates demeurent, les fonctions symboliques persistent, et le récit, lui, il change. Mais dans ce déplacement discret, quelque chose semble avoir traversé le temps, une forme de continuité, de transformation douce, moi, qui me paraissait évidente. Jusqu'à ce que je découvre Tis de Kaltendrun, et là, à nouveau tout bascule. Nous sommes en 1692 en Livonie, dans la région de Jürgensburg, aujourd'hui appelée Stroup, en Lettonie. L'hiver approche. Un vieil homme d'environ 80 ans se tient devant le tribunal local. Il s'appelle Tis. Sa voix est posée, assurée, presque tranquille, et il raconte. Il explique que 3 nuits par an, son esprit quitte son corps. Le corps reste allongé, inerte, tandis que lui traverse un seuil. Il descend sous terre, dans des espaces qu'il nomme sans détour l'enfer. Là, il retrouve d'autres hommes, comme lui. Ils se reconnaissent, ils savent pourquoi ils sont là. Ils avancent ensemble, armés de barres de fer, dans des paysages sombres où circulent d'autres groupes hostiles, ceux qu'ils nomment les sorciers. Car ces sorciers, ils s'emparent des récoltes, des graines, de la force même de leur terre. Ils emportent ce qui permet aux champs de produire, au cycle de se maintenir, à la vie de continuer. Alors Tis et les siens les poursuivent. Il décrit les affrontements, le bruit du métal, les coups portés, la lutte directe, la lutte physique, puis la récupération de ce qui a été volé. Et enfin le retour. Ça ressemble aux histoires qu'on a racontées juste avant, sauf que Tis, à ce moment-là, est sous la forme d'un loup-garou. Alors comment faisait-il pour se transformer ? Au moment où il témoigne, il est âgé de 80 ans et il affirme avoir arrêté ses excursions nocturnes il y a une dizaine d'années et il faut avouer qu'il est assez flou. Il parle notamment de 3 hommes avec lesquels les nuits de la Sainte-Lucie, alors c'est la fête des Lumières qui est une fête majeure dans les pays nordiques et qui est depuis quelques années importée en France, il s'habille de peau de loup pour se transformer. Et lorsqu'on lui demande de nommer ces 3 hommes, il hésite. Comment était-il devenu un loup-garou ? Alors ça, il explique qu'un jour, un homme errant avait porté un toast envers lui et dressant son verre avait affirmé « Et tu deviendras comme nous », lui donnant la capacité de se transformer. Tis parle de cela comme d'une évidence, comme d'un rôle ancien, connu, intégré à l'ordre du monde. Et à un moment, il prononce une phrase qui traverse les siècles « Nous sommes les chiens de Dieu ». Et dans sa bouche, ces mots n'ont rien de métaphorique. Ils décrivent une fonction, une appartenance, une place précise en fait dans une mécanique invisible qui relierait les vivants, les morts, les récoltes et les forces qui circulent entre eux. Le tribunal écoute, nous sommes à la fin du XVIIe siècle et la région elle vit sous influence luthérienne. Les cadres religieux sont installés, les catégories bien définies et chaque mot qu'ils prononcent cherche une place dans un système déjà établi. Ils interrogent Tis. Va-t-il bien à l'église ? Prie-t-il Dieu ? Est-il fervent ? Et Tis, il affirme qu'il est bien trop vieux pour comprendre
ces choses-là. Tis, il est par contre bien connu des communautés locales, où il est considéré comme un guérisseur et un magicien, c'est-à-dire un charmer en anglais. Il bénit les récoltes, les chevaux, et il connaît des sorts pour éloigner les loups et interrompre les hémorragies. Tis ne parle pas de pacte avec le diable, il s'inscrit pas dans un culte interdit, il décrit un monde en tension traversé par des forces oppressées où certains individus interviennent pour maintenir un équilibre. Et dans cette salle, en 1692, deux visions du monde se rencontrent. Alors aujourd'hui, avec du recul, cette description d'un sorcier, chaman, loup-garou, ça prend une autre ampleur. La figure du dogman n'a pas disparu, les témoignages sont nombreux, les guérisseurs sont toujours là, on les appelle parfois les rebouteux. Alors qu'en est-il du culte des sorcières ? Ces récits, ils appartiennent aux archives, et pourtant ils continuent d'apparaître. Aujourd'hui encore, certaines personnes racontent quitter leur corps pendant la nuit, traverser des espaces, rencontrer des présences, revenir avec des images précises et parfois récurrentes. Ces expériences, elles sont étudiées sous le nom de Out of Body Experience, des expériences hors du corps. Et dès les années 1970, Robert Monroe a décrit dans Journeys Out of the Body des sorties nocturnes structurées avec des déplacements, des rencontres et des perceptions d'environnement cohérents. Il y a aussi les recherches menées par Charles Tart qui tente même d'en observer certains aspects en laboratoire. Des milliers de témoignages similaires apparaissent également dans les Near-Death Experiences, dans les expériences de mort imminente, qui ont été étudiées par Raymond Moody à partir de 1975, où des individus décrivent la sortie hors du corps et la rencontre d'autres présences. Dans un autre registre, les travaux de Stephen Laberge sur le rêve lucide montrent que certaines personnes peuvent vivre des expériences nocturnes structurées avec des déplacements, des transformations et des interactions conscientes. Ces phénomènes, ils sont étudiés sous différents angles et certains relèvent de ce que la recherche appelle les somatiques hallucinations, les hallucinations somatiques, où le corps est perçu comme changeant de forme, ou encore la lycanthropie clinique, qui est décrite dans plusieurs cas modernes recensés en psychiatrie, où des individus vivent une transformation animale comme une réalité incarnée. Dans d'autres contextes, ces expériences s'inscrivent dans des pratiques structurées. En France, il y a les figures des guérisseurs, rebouteux ou coupeurs de feu qui continuent d'exercer. Leurs gestes s'appuient sur des savoirs transmis localement, souvent en dehors des cadres écrits. L'anthropologue Jeanne Favre-Sada, dans Les mots, la mort, l'essor, qui a été publié en 1977, décrit ces pratiques dans le bocage français, où les notions d'envoûtement, de soins et de parole s'inscrivent dans des relations vécues, concrètes et opérantes pour ceux et celles qui y participent. Et ces pratiques, on les appelle aussi l'ethnomédecine. C'est un ensemble de savoirs qui est lié au corps, à la terre et au cycle, transmis sans institution centrale, à partir des gestes, des paroles et des expériences situées. Ailleurs, il y a des récits qui circulent autour de figures hybrides entre l'homme et l'animal, observées à la lisière des forêts. Alors ces figures, elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle la thérianthropie, un ensemble de traditions et d'expériences liées à la transformation entre les formes humaines et animales. Ce motif y traverse les cultures, les récits européens de loup-garou, jusqu'aux figures hybrides présentes dans de nombreux systèmes symboliques. Dans les archives européennes, ces transformations, elles apparaissent dès la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, notamment dans plusieurs procès de loup-garou entre le XVe et le XVIIe siècle. Les témoignages y décrivent des passages d'un état à un autre, vécus comme physiques, inscrits dans des contextes précis et souvent liés au cycle naturel. Et ça ne s'arrête pas aux archives du passé. Aujourd'hui encore, des témoignages contemporains évoquent des rencontres avec des figures humanoïdes animales, parfois désignées sous le terme de dogman, et observées dans des zones forestières, en particulier en Amérique du Nord. Dans une autre mesure, on peut aussi parler des thérianthropes, ces figures mi-homme mi-animal que nous avons déjà étudiées sur la chaîne. Je vous mets le lien aussi, je crois que c'est là. Voilà. Et puis bien sûr, il faut parler de la figure de la sorcière. Alors elle s'inscrit aujourd'hui dans d'autres cadres. Elle est devenue un symbole, elle se relie à des lectures contemporaines, notamment autour de ce qu'on appelle le féminin sacré. Elle porte des revendications, des imaginaires, des reconstructions. Et le mouvement, il a pris forme au cours du XXe siècle dans un contexte de redécouverte des spiritualités alternatives et de relecture de l'histoire. La sorcière y apparaît comme une figure de savoir, d'autonomie, de
lien au vivant. Elle incarne une sorte de mémoire réinterprétée, une continuité revendiquée. Il y a des ouvrages d'ailleurs qui marquent cette transformation. En 1979, The Spiral Dance, écrit par Starhawk, propose une vision de la sorcellerie comme une pratique spirituelle contemporaine, centrée sur la nature, les cycles et le corps. Et le livre, en fait, il est devenu une référence dans les mouvements néo-païens et féministes. Dans un autre registre, Caliban and the Witch de Silvia Federici établit un lien entre les chasses aux sorcières et l'histoire du contrôle des corps et du travail des femmes en Europe. La sorcière est devenue une figure politique inscrite dans une lecture critique de l'histoire. Et plus largement, ces relectures s'inscrivent dans des courants comme l'écoféminisme qui associent les questions de domination de nature et de savoir alternatif. Et dans ces cadres, en fait, la sorcière, elle a complètement changé de fonction. Elle est devenue une sorte de figure de transmission, de résistance, une figure d'identification. Elle a rassemblé des pratiques, des symboles, des récits, et elle leur a donné une sorte de cohérence nouvelle adaptée aux préoccupations contemporaines. Et cette évolution, elle dit quelque chose de notre époque. Elle montre comment une figure issue des archives, traversée par des peurs, des jugements et des interprétations, peut devenir un espace de projection, de réappropriation, de création. Et moi, je crois que là, on est sur une articulation extrêmement importante. En fait, ça dit quelque chose de notre époque. Mais ça ne résout pas la question. En fait, le problème ne se situe pas dans la réalité des phénomènes. En fait, les expériences, elles existent. C'est le sens épistémologique du terme. Elles relèvent d'un vécu, d'une perception, d'un rapport au monde qui s'exprime à travers des récits cohérents pour ceux et celles qui les vivent. Toutes ces expériences dont on a parlé aujourd'hui, elles existent quelque part. Mais le problème, en fait, il apparaît ailleurs. Parce qu'en fait, les sorcières, elles n'existent pas. Ça ne veut pas dire que les praticiens, les témoignages, les récits, les manuscrits de magie n'existent pas. Ils sont là, consignés, transmis, vécus. Mais ça signifie que l'image de la sorcière que vous avez tous en tête, elle n'est pas réelle. Le chapeau pointu, le pacte avec le diable, les rites codifiés, le balai volant, le nez crochu. Et bien, ces éléments, ils composent une figure reconnaissable, stable, facile à identifier. En fait, la sorcière, le loup-garou, le guérisseur, ça fonctionne comme des archétypes. C'est des formes simplifiées qui permettent de nommer, de classer, de raconter. C'est une manière de rendre lisible une réalité qui, elle, ne se laisse pas fixer. Si vous connaissez les jeux de rôle, vous avez déjà vu ces discussions sans fin autour des pouvoirs d'une classe, de ses limites, de son origine exacte. Les règles se précisent, les catégories s'affinent et les univers se structurent. Mais la vraie vie, elle suit un autre mouvement. Elle se déploie dans une multitude de points de vue, de pratiques et d'expériences qui ne partagent pas un même cadre. En fait, la vie, elle ne propose pas de système unique, ni de fiche de personnage, ni de règles stables. Elle accueille dans un même monde un homme qui affirme se transformer en loup-garou pour servir Dieu, une femme qui décrit ses rencontres avec le diable avant de disparaître des archives, et des individus qui racontent partir la nuit en rêve, protéger les récoltes. Et ces récits coexistent, et ils ne demandent pas à être alignés, ni unifiés. Les placer dans des catégories fixes, leur attribuer une structure commune, leur donner un nom unique, et ça revient à lisser ce qu'ils portent de plus singulier. Et à cet endroit, il y a quelque chose qui se perd. En fait, c'est peut-être là qu'est se situe l'enjeu. Regardez ces récits pour ce qu'ils sont sans chercher à les faire entrer dans une forme commune, dans une forme unique, sans les réduire à une seule image. Alors la prochaine fois qu'on vous parle de sorcières, de chamanes, de loups-garous, interrogez-vous. Que cherche-t-on à désigner exactement ? Le concept, l'archétype ou un véritable phénomène ? Car de là, vous pourrez vous faire votre propre avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez booster, liker, commenter, bien évidemment. Sachez que devenir membre de la chaîne vous donne accès à des contenus cachés. J'ai aussi un Patreon où je vous partage les coulisses des enquêtes et pas mal d'archives disponibles. Comme d'habitude, je vais vous laisser ici et là des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis ciao!